Est-ce que vous êtes prêts pour votre dose de frissons? Alors salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du Joker. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir ensemble 3 histoires d'horreur assez dingues. La première histoire est tirée de Reddit et va vous emmener du coup en pleine nuit pour une réparation d'un groupe électrogène. Et promis, j'en dis pas plus. La seconde histoire est 100% vraie, car c'est le témoignage d'une amie d'un ami. Et promis, celle-ci est juste dingue, surtout qu'elle se passe à Valenciennes, et je connais très bien cette ville, car j'y ai vécu 1 an avec ma copine de l'époque. Et la dernière histoire va parler d'un voyage scolaire d'une maison très étrange près de Manchester. Alors, attendez. Avant de démarrer, j'aimerais à nouveau vous dire un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je pense qu'on est bientôt 300 et franchement, je suis trop content. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite sur YouTube. Et un grand merci à tous ceux qui vont liker la vidéo ou la commenter. Ça aide à ce que cette vidéo soit plus visible et à grandir la communauté. Donc encore une fois, un grand merci. Et cette fois, trêve de banalité, laissez-moi vous plonger immédiatement dans la première histoire qui, je suis sûr, va vous glacer le sang. Alors, première histoire, je vais vous raconter l'histoire qui est traumatisante d'un homme qu'on va appeler Eric. Et en fait, cette histoire, elle se déroule en septembre 2022, en plein milieu de la nuit, d'un vendredi à un samedi. Et c'était vraiment il y a à peu près 1 an et c'est assez flippant pour le coup. Alors donc, pour en savoir un peu plus sur Eric, c'est un technicien électricien. Et en fait, il bosse sur les groupes électrogènes et son taf, c'est de dépanner ces machines de l'enfer quand elles rendent l'âme. Et il faut savoir que normalement, en cas de panne de nuit, Eric n'a pas l'obligation d'intervenir immédiatement. Il peut très bien se rendre sur les lieux le lendemain matin. Mais bref, Eric, il a l'habitude de traîner avec ses potes dans une sorte d'assaut de jeux vidéo tous les vendredis soirs. Et c'est bien cool parce que là en plus, ses potes et lui, ils ont prévu de partir très tôt le lendemain matin pour un événement spécial gaming. Alors le truc, c'est que lui et ses potes, ils attendent cet événement depuis déjà des plombes. Sauf que dans la soirée, tout se passe nickel jusqu'à ce que son téléphone de boulot sonne vers 23h. Et en fait, son téléphone lui affiche une panne sur un groupe électrogène, donc rien de plus classique. Le problème, c'est que la notification ne lui dit pas ce qui cloche exactement sur cette panne. En gros, pas le choix pour Eric de se rendre sur place pour corriger le problème. Donc il en parle à ses potes et du coup ils sont face à 2 choix. Soit Eric décide de se rendre sur place au lever du soleil pour réparer le groupe électrogène, soit il va tout de suite en intervention et avec un peu de chance, il aura le temps de retourner voir ses potes à l'événement gaming le lendemain matin. Alors vous l'aurez bien compris, Eric, il a envie d'être à l'événement gaming avec ses potes. Du coup, il décide de partir tout de suite. Il lui faut à peine 30 minutes pour récupérer ses affaires en repassant par sa boîte et pour arriver sur le chemin qui mène au groupe électrogène défectueux. Et ce que vous devez savoir, c'est que ce groupe électrogène que doit réparer Eric se trouve tout en haut d'une montagne. Alors heureusement, il connaît ce chemin par cœur, il a déjà pris des centaines de fois et Eric nous raconte même qu'en pleine nuit, c'est assez technique de rouler en montagne. Mais comme il a un 4x4 ultra efficace, ça lui pose pas vraiment beaucoup de problèmes, surtout qu'il est habitué. Donc après 45 minutes de montée, il débarque enfin sur le site et gare le pick-up à une dizaine de mètres du groupe électrogène. Et alors là, plein phare avec la voiture, histoire de bien tout éclairé. Il descend sans éteindre le moteur et s'approche du groupe électrogène qui clairement a l'air d'agoniser. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a une alarme qui sonne, c'est celle qui prévient qu'il y a une panne de production d'électricité. Et puis même à ce moment-là, Eric commence à se dire que la forêt, la nuit, c'est quand même assez flippant et l'ambiance devient légèrement un peu pesante. Sauf que vous allez voir, en fait Eric n'est pas au bout de ses surprises. Il jette un œil à l'automate qui gère le groupe électrogène. C'est en fait un petit écran de contrôle qui s'appelle le DeepSea. Alors littéralement qui veut dire les abscisses, mais me demandez pas pourquoi, j'en sais rien du tout. Et donc là, sur cet écran, ça s'affiche en gros et en gras, bouton d'arrêt d'urgence enclenché. Et là, Eric va ressentir un frisson glacial qui lui traverse tout son corps. Pourquoi? En fait, parce que ce bouton, c'est pas le genre de truc qu'un animal pourrait déclencher par erreur. En fait, il est en plein dans un renfoncement et assez haut. Donc là, Eric se dit directement que c'est forcément quelqu'un qui l'a déclenché volontairement. Et du coup, à ce moment-là, il en est sûr, il doit avoir quelqu'un dans les parages qui n'est pas bien du tout intentionné. Donc par précipitation, Eric se retourne, il est assez flippé et scrute les alentours grâce au phare du pick-up. Alors, tout est bien éclairé, sauf derrière du coup le pick-up où tout est vraiment sombre. Et Eric indique que les phares sont tellement puissants que ça l'aveugle complètement du coup quand il se retrouve face au pick-up. Bon, là, notre Eric, il fait quand même son boulot, il prend quand même le temps de relancer le générateur afin que la lumière éclaire tout le site et puisse voir s'il y a quelqu'un qui l'observe. Au final, ça ressemble un petit peu à cette sensation de flip que tu as quand tu viens de regarder un film d'horreur chez toi dans le noir
et que tu dois aller aux toilettes pour pisser. Tu vas allumer toutes les lumières, une par une pour te rassurer. C'est juste impensable d'y aller dans le noir. Mais bref, du coup Eric, il rallume le groupe électrogène et donc les lumières qui se trouvent sur le site se rallument aussitôt. Et pourtant, même si les lumières sont toutes allumées, il reste toujours aveuglé par les phares de la voiture qui sont bien trop puissants. Et Eric ne voit toujours pas derrière les phares du 4x4, il est toujours aveuglé. Eric prend donc son courage à deux mains et se dirige prudemment vers le pick-up. Et à ce moment-là, tous ses sens sont éveillés. Il essaye de percevoir le moindre bruit ou mouvement, mais rien ne l'alarme pour l'instant. Et j'ai bien dit pour l'instant. À peine arrive-t-il derrière les phares de la voiture, un type lui saute dessus, de derrière la voiture justement, et le pousse violemment contre la portière qui est restée ouverte jusque-là. Du coup, Eric il se retrouve par terre et il sent que l'inconnu essaye de l'attacher avec un espèce de truc froid qui lui entoure la cheville. Alors là, je sais ce que tu te dis, le mec, il est pas là pour rigoler, et entre nous, tu n'as pas tout à fait tort. Et donc là, Eric comprend que le gars est bien plus fort que lui, il a énormément de mal à le repousser, mais il se débat comme un malade. Et en fait, l'instinct de survie prend le dessus chez Eric. Il sait qu'il a encore une chance tant qu'il est encore conscient et pas encore attaché. Et quand on est en mode survie, on va à l'essentiel. Donc Eric se souvient en une fraction de seconde qu'il a un JP X4 dans la portière. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un pistolet non létal qui balance des cartouches de poivre chimique. C'est l'arme qu'il avait achetée l'année dernière après s'être fait agresser par un alcoolique lors d'une intervention. Mais vous allez voir que ça va bien lui aider. Donc à ce moment-là, Eric tend sa main vers la portière tout en se débattant avec ses pieds et en mettant des coups avec son autre main. Et puis tout à coup, par pur miracle on va dire, il réussit à attraper le flingue. Il tire 2 fois sur l'agresseur qui se met à hurler à la mort, ce qui le fait lâcher prise. Eric voit donc le gars qui se tient les yeux avec ses mains et il en profite pour lui balancer son plus gros coup de pied dans le thorax qui le fait reculer de plusieurs mètres. Alors oui, Eric, à ce moment-là, c'est un warrior et ça lui a certainement sauvé la vie. Eric saisit donc sa chance et en profite pour se réfugier à l'intérieur de sa voiture et démarre en trombe. Sauf qu'à ce moment-là, il sent que la voiture a un comportement assez bizarre, assez chelou. Mais clairement, il s'en fout, il veut juste se barrer de là, donc il fonce comme un fou jusqu'à sortir de la forêt et puis il fonce tout droit vers le commissariat le plus proche. Et quand il arrive devant le commissariat, il tremble encore. Et en sortant de sa voiture, il découvre qu'il a des menottes attachées à la cheville. Alors heureusement pour lui, l'agresseur n'a pas eu le temps de bien les mettre, car sinon, ça aurait été foutu pour Eric, il n'aurait pas pu reprendre la voiture. Eric voit aussi que les pneus arrière sont complètement à plat et que la portière du conducteur est pliée comme un vulgaire bout de tôle. Alors bien sûr, Eric va déposer plainte, mais à ce jour, il n'y a encore eu aucune nouvelle de l'agresseur. D'autant plus qu'il a vraiment eu du mal à voir le visage du type, et c'est vrai, tout s'est passé tellement vite pour lui. Donc difficile de donner des détails à la police, le seul truc qu'il se souvient, c'est qu'un crâne chauve l'a percuté violemment dans le torse, un peu comme un plaquage de rugby. En tout cas, on n'a plus de nouvelles d'Eric, qui n'a pas du coup communiqué sur la suite de l'enquête, mais sachez que dorénavant, son patron lui interdit toute intervention nocturne sur les sites, point barre. Et je pense que façon Eric réfléchira 2 fois avant de faire une intervention de nuit. Au final, t'imagines bien qu'il n'a pas dormi dans sa voiture et qu'il n'est pas allé à l'événement comme ce qui était prévu le lendemain. Eric était tout bonnement traumatisé et franchement, on le comprend. Eric a quand même eu de la chance de s'en sortir cette nuit-là. Et effectivement, qui sait ce qui aurait pu lui arriver si ce mec avait vraiment réussi à l'attacher et quelles étaient ses intentions. Comme quoi, la nuit, dans la forêt, il peut y avoir des ombres qui peuvent cacher des mystères assez terrifiants et Eric en a payé le prix. Alors prenez garde, même quand tout semble normal, car l'obscurité peut cacher des surprises très creepy. Il y a aussi une chose intéressante que j'aimerais voir avec vous, c'est de comprendre quelles sont les intentions de l'agresseur, qui a dû attendre pas moins de 45 minutes avant qu'Eric se retrouve sur le lieu d'intervention. Il faut dire qu'il était certainement assez déterminé le mec, ce qui sous-entend qu'il ne voulait pas juste l'attacher quoi. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Alors, préparez-vous parce que maintenant on passe à l'histoire numéro 2 et pour moi je la mets dans le top 3 des histoires les plus creepy que je vais raconter tout bonnement sur la chaîne. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un vrai témoignage d'une fille qu'une amie à moi connaît très bien. Et vous allez voir que cette histoire fait réellement froid dans le dos et qu'elle est probablement difficile à croire. Mais je peux vous assurer à 100% qu'elle est réelle, 100% vraie. Et a priori, il y aurait même une autre fille qui aurait vécu presque la même chose qu'elle, près de Valenciennes. Pour préserver son anonymat, on appellera cette fille
Émilie. Donc cette histoire se passe en 2018. Émilie est alors âgée de 21 ans et elle se rend à la faculté de Valenciennes tous les jours de la semaine en voiture pour aller étudier. Et Émilie, elle a pour habitude en rentrant le soir de s'arrêter à une boulangerie pour prendre une baguette de pain pour son repas du soir. Émilie, c'est une fille un peu introvertie qui a tendance à être un peu trop gentille avec les gens par peur de les gêner. Alors tu vas voir que ce petit détail a son importance pour la suite. Donc, au beau milieu de la semaine, après une journée comme les autres à étudier à la fac, il est 18h et c'est la fin des cours. Après avoir discuté quelques minutes avec ses amis, Émilie sort de la fac et monte rapidement dans sa voiture car dehors, il pleut des cordes. Alors, pour vivre dans le nord de la France, c'est presque une journée normale. Émilie démarre donc de la voiture et se dirige vers la boulangerie habituelle pour récupérer sa baguette de pain. Elle sort de la voiture et rentre rapidement dans la boulangerie pour ne pas être trempée. À l'intérieur, il y a 2 ou 3 personnes qui attendent devant elle. Elle a donc pour une dizaine de minutes grand maximum. Et puis, vous l'aurez deviné, 10 minutes plus tard, Émilie récupère sa baguette, la paye, ressort à toute vitesse et se dirige vers sa voiture. Et quand Émilie arrive devant sa voiture, elle remarque à travers les gouttes qui tombent et par la fenêtre arrière de sa voiture que quelqu'un est assis sur sa banquette arrière. Alors, je fais juste une petite pause parce que franchement, rien que de raconter cette histoire, ça me fait vraiment des frissons, ça me donne beaucoup d'émotions parce que, encore une fois, j'ai vécu dans la ville de Valenciennes pendant 1 an et j'arrive à imaginer mais complètement ce qu'elle a pu vivre Émilie. Ça va vraiment être un truc de dingue. Et franchement, la suite, vous n'êtes pas prêts d'y croire. À ce moment-là, elle est un peu paniquée mais elle ouvre la porte et voit du coup cette vieille femme un peu recroquevillée avec des lunettes et un foulard sur la tête qui est noué sous le menton. Alors rien d'anormal, c'est assez commun de croiser des vieilles dames qui portent ce genre de foulard, mais bon, c'est quand même plutôt bizarre que cette vieille dame se retrouve dans sa voiture comme ça. Est-ce que Émilie avait oublié de fermer sa voiture en allant chercher le pain et que cette femme, du coup, voulait s'abriter dans la voiture d'Émilie? En tout cas, c'est ce qui paraît le plus probable à l'heure actuelle. Mais bref. Là, Émilie, elle dit à la dame que c'est sa voiture, elle lui demande gentiment de sortir. Et la réaction de la dame va un peu gêner Émilie, parce qu'elle va dire qu'il pleut à torrent dehors et qu'elle habite loin, qu'elle est à pied, et donc elle demande à Émilie très poliment si elle peut la ramener chez elle en voiture. Alors à ce moment-là, encore une fois, je pense qu'Émilie est un petit peu dans le déni, et comme elle est assez gentille, etc., elle hésite quelques secondes, mais elle veut pas laisser cette vieille dame rentrer effectivement toute seule sur une longue distance et sous la pluie, alors elle accepte de conduire la dame chez elle. Et entre guillemets, elle aura fait sa bonne action de la journée. Donc Émilie demande l'adresse et la vieille dame lui donne. Et une fois l'adresse rentrée sur son téléphone qui fait office de GPS, elle démarre. Alors première chose qui va un petit peu gêner Émilie, c'est que selon le GPS, le trajet dure environ 15 minutes en voiture. Et là déjà ça paraît un peu bizarre. Si la vieille femme est venue à pied, ça lui aurait pris presque 1 heure de marche. Et ça paraît quand même pas mal. Donc Émilie demande à la dame si elle est venue à pied à l'aller, en lui précisant que ça lui faisait quand même une belle trotte. Mais sans hésiter, la vieille dame va lui dire qu'elle a pris le bus à l'aller et qu'elle a juste loupé son bus pour le retour. Et bien sûr qu'elle ne voulait pas attendre l'autre bus sous la pluie. Donc Émilie, elle roule et franchement elle est rassurée de sa réponse. Surtout que la vieille dame a répondu au tac au tac. Et puis les minutes passent. La vieille dame ne parle pas, mais de temps en temps, Émilie regarde dans le rétroviseur central pour voir les voitures, mais aussi pour surveiller la vieille dame. Sauf que quand les 2 regards se croisent, la vieille dame baisse immédiatement les yeux et semble gênée. Et elle est surtout pas rassurée à l'idée d'avoir la vieille dame qui est derrière elle, qui n'est pas à côté sur le siège passager. Et en réalité, je comprends tout à fait Émilie, c'est super angoissant d'avoir quelqu'un seul qu'on ne connaît pas derrière soi pendant qu'on conduit. Bon, Émilie, elle fait pas plus attention que ça, elle espère juste déposer la vieille dame et que cette histoire soit finie. Mais quelques minutes plus tard, quand Émilie regarde à nouveau derrière elle dans le rétro, la vieille femme a un peu la tête en l'air comme si elle regardait le plafond de la voiture et Émilie regarde quelque chose de très étrange. En fait, c'est même plutôt très flippant. Pendant un bref instant, Émilie a une vision sur le cou de sa passagère. Elle remarque du coup une pomme d'Adam quand même assez importante dans le cou de la vieille dame. Bon, Émilie, c'est pas une experte en médecine, mais elle a une bonne mémoire et elle se souvient que pendant ses cours de SVT, elle avait appris que les femmes et les hommes ont chacun des pommes d'Adam. Mais par contre, elles sont beaucoup plus développées chez les hommes que chez les femmes. Donc là, forcément, elle commence à se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment une femme? Est-ce que c'est un homme déguisé en femme ou c'est un travesti? Est-ce que c'est une femme avec une grosse pomme d'Adam? Après tout, on sait jamais. Clairement, Émilie, elle est pas rassurée d'avoir vu ça et les battements de son cœur accélèrent, mais elle essaye de ne rien montrer. Elle devient quand même un peu plus attentive à la situation et surveille davantage son rétroviseur. En fait, elle est choquée et ça se comprend tout à fait. À aucun moment, elle pensait transporter un homme dans sa voiture et encore moins un homme déguisé en femme, en fait. Mais Émilie, elle a vraiment peur. Elle n'ose pas dire à cet individu de sortir maintenant. Donc, elle continue la route
toujours sur ses gardes, en espérant arriver le plus vite possible. Et puis, environ 2 minutes plus tard, Emily arrive dans une ruelle un peu sombre où il n'y a aucune voiture qui circule, ni aucun piéton. Donc elle reste aux aguets et regarde dans le rétroviseur arrière pour surveiller l'homme ou la femme qui se trouve derrière elle. Puis tout à coup, elle voit la supposée vieille dame sortir rapidement de son sac une corde assez fine avec aux extrémités de genre de bouts de bois comme décrirait du coup Emily. Donc là, Emily, elle veut réagir, mais elle n'a pas le temps. En un battement de cils, la corde se retrouve autour de son cou et la vieille dame, qui ressemble maintenant plutôt à un psychopathe, elle tire sur les 2 extrémités de la corde pour essayer d'étrangler Emily. Emily, elle voit sa vie défiler, mais d'un coup, est dans une panique ultime. Son premier réflexe, c'est d'aller percuter de plein fouet le premier truc qu'elle va croiser au bord de la route. Et là, elle va taper du coup un arbre de plein fouet. Alors le malade derrière elle tape sa tête très fortement contre le siège, ce qui fait libérer directement la corde et laisse un peu de temps à Emily. Et par chance, Emily ne prend aucun choc car elle s'attendait à l'impact, contrairement du coup au psychopathe derrière. Elle décroche vite sa ceinture, ouvre la porte et court comme elle n'a jamais couru dans sa vie. Elle se retourne quand même par peur d'être suivie et voit la vieille folle qui sort de la voiture. Et en s'apercevant que Emily est déjà loin, il ou elle du coup décide de partir dans l'autre sens. Alors finalement, Emily est allée porter plainte immédiatement à la police, mais elle n'a jamais su qui était cette personne. Elle en a parlé à plusieurs de ses amis, et ce qui est réellement fou, et ce pourquoi je crois en cette histoire, c'est qu'une de ses amies de Valenciennes a vécu exactement la même chose. Une vieille dame s'était installée derrière dans sa voiture sans demander. Sauf que contrairement à Emily, sa pote, elle a clairement dit à la dame de sortir de sa voiture sans hésitation. Et ça lui a sûrement sauvé la vie également. On se dit quand même qu'il y a un tas de malades dans ce monde, alors franchement faites bien attention. Si vraiment vous trouvez quelqu'un dans votre voiture, à l'arrière de votre voiture, faites-le dégager quoi. Si cette personne n'a pas de raison d'être là, vous la faites sortir de votre voiture. Vraiment moi ça me fait super flipper, surtout que c'était vraiment malsain a priori. Donc la personne, c'était certainement un homme. Cet homme se déguise en femme pour paraître, en vieille femme pour paraître, on va dire, un petit peu sans danger, et au final c'était vraiment un psychopathe. Donc ça fait vraiment flipper et moi ça m'affecte encore plus, sachant que Valenciennes c'est à même pas 40 minutes de route d'où j'habite, près de Lille. Donc franchement faites super attention, et ça paraît, j'ai l'impression que ça n'arrive jamais, sauf qu'au final depuis que j'ai lancé la chaîne Le Joker, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui ont vécu des histoires avec des personnes cheloues, et donc voilà, le seul conseil que j'ai à donner dans cette vidéo c'est faites super attention à ce qui peut arriver. S'il y a des signaux qui sont négatifs, si vous voyez des gens se rapprocher de vous et qui ont l'air malsains, tracez votre route quoi. Alors place maintenant à la 3e et la dernière histoire, on va parler d'échanges scolaires. L'histoire du coup que je vais vous raconter s'est produite en Angleterre en 2018 et elle a vraiment secoué Agathe qui vit dans la banlieue parisienne. Alors pour remettre dans le contexte, Agathe c'est une ado de 14 ans à l'époque qui a probablement vécu le pire séjour scolaire de sa vie. Et c'est en 4e, du coup, que la vie d'Agathe a pris un tournant assez étrange. Pour t'expliquer un peu le contexte, un jour d'octobre 2017, pendant un cours d'anglais, une opportunité inattendue surgit pour la classe d'Agathe. Et c'est un voyage scolaire en Angleterre à Buxton. Alors je pense que je le dis bien, mais je pense que c'est Buxton. C'est près de Manchester pour ceux qui ne connaissaient pas comme moi. Le voyage, du coup, est prévu pour mi-avril 2018. Et l'unique souci de Agathe, c'est de loger dans une famille d'accueil qui est donc loin de sa famille et de ses amis. Donc elle s'inquiète un peu, mais elle espère malgré tout améliorer son anglais et faire de nouvelles rencontres là-bas. En plus de ça, l'aventure va durer 2 semaines, loin des bancs de l'école, donc pouvoir louper des cours, quel plaisir pour Agathe, elle est vraiment partante. Donc le 3 avril 2018, la classe embarque dans l'avion en direction Manchester, puis le petit village anglais nommé Buxton, et c'est vers 16h que le groupe arrive. Chaque personne est affectée à sa famille d'accueil, et Agathe a la chance de partager ce séjour avec sa meilleure amie, Rosa. C'est donc un long trajet en bus qui va les conduire à leur lieu de résidence. Agathe nous décrit où elle va habiter durant ces 2 prochaines semaines. C'est une maison imposante, un peu reculée de la ville, avec une façade un peu vieillotte et en piteux état, et dont les pierres sont un petit peu cassées. Alors on pourrait croire que cette maison a traversé plusieurs générations quoi. Donc là devant l'entrée, il y a une vieille dame qui les attend et leur explique que la maison a été construite en 1915. Et en effet du coup cette maison a plus de 100 ans et c'est déjà pas très rassurant. Alors moi perso, dès que je vois une maison anglaise vieillotte, je pense tout de suite qu'il y a des esprits dedans. La vieille dame explique ensuite qu'elle avait un fils avant qui vivait avec elle, mais qui est décédé dans un accident de voiture il y a de ça 2 ans. Et c'est probablement pour ça que cette vieille dame faisait la famille d'accueil pour justement combler le manque de son fils. Enfin, je dis ça, je dis rien. À ce moment-là, Agathe et Rosa ressentent de la peine pour la vieille femme et sont en même temps un peu effrayées à l'idée de dormir là où il y a eu
un mort récemment. La vieille dame leur fait ensuite la visite de la maison en parlant très vite et sans articuler. Alors on est au nord de l'Angleterre et pour avoir côtoyé un mec qui habitait près de Manchester il y a une dizaine d'années quand j'étais en Australie, je peux vous dire que leur accent, il est vraiment dur à comprendre. Donc les jeunes filles ne comprennent pas grand chose aux explications, mais ne veulent pas l'interrompre parce qu'elle a l'air pressée. Alors pendant la visite, il y a une pièce située à côté de la chambre de Agathe et Rosa qui attire leur attention. N'ayant pas eu d'informations concernant cette pièce, Agathe se permet quand même de demander à la dame ce qu'il y a dedans. Mais là directement, la vieille femme se rue devant la porte et répond assez sèchement qu'il ne faut surtout pas y entrer et que cette pièce est privée. C'est donc tout naturellement qu'Agathe va se dire que ça doit être la chambre de son fils décédé. Elle ne cherche pas plus loin et va déposer ses affaires dans la chambre accompagnée de Rosa. Alors la première nuit est assez difficile car Agathe et Rosa ont un peu peur de cette femme et depuis la visite de la maison, elle n'a pas prononcé un seul mot. Et c'est un peu pareil par la suite. Les jours passent et c'est un silence pesant qui règne dans la maison. La vieille dame semble hypnotisée par la télévision comme si elle attend tous les jours une nouvelle importante. Et en journée, les deux filles font toutes sortes d'activités qui sont organisées par l'école, mais le soir, quand Agathe et Rosa rentrent vers 18h, il n'y a rien qui est au programme. Et en plus, cette dame devient de plus en plus étrange, car elle ne propose même pas à manger ni quoi que ce soit, donc les deux filles en fait doivent se débrouiller toutes seules. Agathe en parle quand même à un de ses camarades de classe qui lui dit juste que c'est une vieille dame et qu'il faut éviter de l'embêter pour pas la fatiguer. Mais au bout d'une semaine, l'ennui s'installe et les deux amies sortent parfois pour se promener le soir, mais la plupart du temps, elles restent cloîtrées chez elles, n'ayant que très peu d'activité à leur portée. Sauf que, pour pimenter leur soirée, Agathe et Rosa vont avoir envie de découvrir le mystère de la chambre qui est fermée. Elles font alors un bon vieux pierre-feuille-ciseaux pour décider qui va devoir ouvrir la porte. Et bingo, c'est Agathe justement qui doit s'y coller. Mais Agathe c'est une battante donc elle y va. Et Rosa décide quand même de l'accompagner même si elle reste en retrait, elle reste derrière. Et c'est là que tout va devenir très chelou. Cette nuit, aux alentours de 3h du matin, armés de leur téléphone et de leur flash pour éclairer les alentours, Agathe et Rosa vont dans le couloir en direction de la fameuse pièce interdite. Donc je le rappelle, la chambre n'est pas très loin de la leur, sauf qu'à ce moment-là, Agathe et Rosa ont la boule au ventre, mais elles ne reculent pas. Elles s'approchent du coup de la chambre, mais elles entendent une voix un peu plus loin de quelqu'un qui parle, en anglais bien sûr, en chuchotant dans la direction de l'escalier. Et c'est un détail très étrange pour les deux jeunes filles qui savent que la vieille dame ne parle pas et n'a en plus pas de téléphone et ne reçoit jamais de visiteurs. Alors qu'est-ce que ça pourrait bien être? Donc les filles baissent les yeux vers l'escalier et aperçoivent la femme debout devant un mur en chuchotant quelque chose. Agathe et Rosa en fait décrivent la femme qui a les yeux ouverts et qui étrangement semble éveillée. Elles vont donc prudemment vers elle et lui demander si ça va, mais encore une fois la vieille dame ne prononce pas un mot, ne répond pas. En fait, elle ne regarde même pas en direction d'Agathe et Rosa et ne semble même pas cligner des yeux. Clairement, t'as pas envie de rester à côté d'elle, surtout que physiquement, la vieille dame n'a rien d'une petite mamie mignonne. Alors pour te donner une idée, elle a des yeux très sombres, d'énormes cernes sous les yeux, elle est très maigre, donc en fait il n'y a rien qui rassure. Et enfin bref, à ce moment-là, les deux filles commencent alors à avoir peur et remontent rapidement dans leur chambre. Mais sur le chemin, du coup, elles aperçoivent à nouveau la porte de la pièce interdite. Et là, leur curiosité reprend le dessus. Et tout en gardant un œil sur la femme en bas afin d'éviter d'être vue, Agathe, elle va ouvrir la porte tout doucement pour ne pas faire de bruit. Et là, quelque chose d'effroyable va se passer. À partir du moment où Agathe essaye d'ouvrir la porte, la porte est immédiatement repoussée assez violemment de l'intérieur et se ferme. Agathe a à peine eu le temps de distinguer une main très sombre repoussant la poignée. Le cœur de Agathe s'arrête de battre un instant et elle se remémore tous les souvenirs et les avertissements. Cette femme, elle vit seule, son fils est mort, elle ne reçoit jamais de gens chez elle. Et en plus de ça, cette pièce, il fallait absolument pas rentrer dedans. Donc tout se chamboule dans la tête d'Agathe et de Rosa. Alors lorsque la porte était refermée, ça fait un peu de bruit. Donc Agathe et Rosa, ils vont regarder encore une fois en direction de l'escalier, en bas de l'escalier. Et là, ils vont voir que la femme les regarde maintenant avec un regard qui est totalement dans le vide. Et ce qui est assez flippant. Alors imaginez simplement, ils sont face à la porte de la pièce, on va dire interdite, de la chambre interdite. Qu'en regardant en direction du bas de l'escalier, ils voient cette femme qui a encore une fois un regard vide et qui regarde en direction d'elle. Alors totalement paniqués, Agathe et Rosa, ils retournent dans leur chambre et ferment la porte à clé. Au final, Agathe et Rosa n'ont pas su ce qui se cachait en cette pièce. Ils ont immédiatement envoyé un message à leurs camarades pour qu'ils préviennent la prof et qu'elle vienne les récupérer le lendemain matin sans prévenir la femme par peur qu'elle réagisse mal et qu'elle les retienne. Donc à 9h du matin, la prof attend les filles dehors juste devant la maison du coup où habitent Agathe et Rosa à ce moment-là. Agathe et Rosa descendent avec leurs valises et disent au revoir à la femme qui semble très énervée car encore une fois,
Elle ne prononce pas un mot. Mais en passant la porte, la vieille dame retient Agathe par le bras et lui dit quelque chose qu'elle ne comprend pas très bien, mais dont elle retiendra quand même cette petite phrase « Forget him, don't say anything ». Alors ça veut dire « oublie-le et ne dis rien » en français, qui résonnera dans sa tête durant des semaines et des semaines. Puis la femme âgée pose sa main sur l'épaule de Agathe et semble s'emparer de quelque chose. Agathe remarque qu'elle a pris un cheveu à elle qui était tombé sur le moment et elle ne comprend pas pourquoi. Et ne réagit pas. Et puis quelques secondes passent et Agathe demande quand même à la dame pourquoi elle a fait ça. Mais la dame ne répond pas, elle regarde Agathe avec un léger sourire, puis claque la porte. Agathe a juste le temps d'entendre un léger ricanement au travers la porte. Agathe, elle est vraiment terrorisée à ce moment-là et se précipite vers Rosa, qui elle était déjà au bus et regarde la scène de loin avec effroi. Alors aujourd'hui, Agathe ne sait toujours pas pourquoi la vieille dame a fait ça, ni qui était dans la pièce interdite. Et il faut savoir qu'après que Agathe et Rosa en ont parlé à leur professeur, quelques agents ont enquêté sur cette femme et l'ont ensuite mis sur la liste noire de la ville. Elle a donc plus le droit d'accueillir de personnes dans sa maison, sauf qu'Agathe et Rosa, ils n'ont jamais su pourquoi. Ils n'ont jamais su ce que les agents ont découvert et pourquoi elle a été placée sur la liste noire. Alors voilà, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette pièce interdite et qui était dans cette pièce interdite. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ils ont pas l'air très sympas les habitants de Buxton, vous trouvez pas? Bon, c'est donc la fin de cette vidéo et encore une fois, c'était un plaisir de vous la raconter. Perso, celle que j'ai préférée, c'était la deuxième. Pour moi, elle est juste incroyable. J'espère que vous avez eu des frissons. En tout cas, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'appelle ça le trio magique. C'est le like, le commentaire et l'abonnement. Alors tout ça c'est gratuit, je vous rappelle et ça m'aide beaucoup. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé bien sûr. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bisous.